Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cet épisode 2 de notre série consacrée à l'histoire romaine. Cet épisode 2 portera sur la fondation de la cité de Rome. J'en profite aussi pour vous dire que ces conférences sont disponibles sur Discord pour les écouter en live, mais surtout pour poser des questions si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord que vous trouverez dont le lien se trouvera en description. On remercie aussi chaleureusement tous ceux qui pensent à mettre des pouces bleus, nos abonnés également, qui ont activé la cloche, pour recevoir toutes les notifications de la chaîne YouTube de Tempus Fugit, pour notamment suivre cette série d'histoire romaine. On en profite donc pour vous remercier. Donc débutons. Les débuts de Rome restent encore teintés d'obscurité, tant les mythes et légendes sont nombreux. Je vous propose d'aborder ces légendes par le récit d'Énée, le héros du récit mythique de l'Énéide de Virgile. Ce Troyen, héros de la guerre de Troie, s'enfuit après la prise de la ville par les Achéens pour fonder, selon les vœux des dieux, la nouvelle Troie. Ses aventures l'emmènent au Latium, où il épouse la fille d'un roi local. Il va fonder une colonie, Lavinium, et à sa mort, son fils Ascagne va lui succéder. Ce dernier va à son tour fonder Albe la Longue, ou Alba Longa en latin, où lui succéderont 12 rois mythiques jusqu'à l'époque de Romulus. Donc pour les emplacements, vous voyez que Lavinium n'est pas très éloigné de la côte. Quant à Alba Longa, elle est un peu plus vers l'intérieur des terres, sur une sorte de petite colline, et elle va dominer littéralement cette plaine du Latium pour les siècles à venir jusqu'à la fondation de Rome. Mais abordons ce que nous disent ensuite les récits de Tite-Live et de Denis de la Carnasse. Tout commence par un roi, le roi d'Albe Numitor, est renversé par son frère Amulius, qui fait de la sœur de Numitor, Rhea Silvia, une Vestale, donc une prêtresse de la déesse Vesta. Il la condamne donc à une stricte chasteté, puisque ces Vestales devaient rester vierges. Mais cependant, cette dernière, pas de chance, tombe enceinte du dieu Mars pendant son sommeil. Amulius est furieux, et condamne Rhea Silvia à être emmurée, et ordonne de jeter les deux jumeaux dans le Tibre. Ces deux jumeaux, je vous les donne en mille, ce ne sont nul autre que Romulus et Rémus, que vous voyez sculptés ici sur la louve capitoline. D'ailleurs, cette louve capitoline, on a longtemps cru qu'elle était une vraie louve datant donc de l'Antiquité, une vraie sculpture datant de l'Antiquité, mais en fait, des analyses ont montré qu'elle datait plutôt de la Renaissance. Elle est actuellement à Rome d'ailleurs. C'est donc la fameuse statue que l'on retrouve un peu partout, et qui, dans l'opinion populaire, symbolise la fondation de Rome. La décrue du Tibre va sauver les deux frères qui sont nourris par la fameuse louve, puis par un berger. Ils vont alors fonder Rome sur les lieux de leur sauvetage. La date traditionnelle est calculée selon un comparatif entre histoire grecque et romaine. Tout dépend en fait de la chute de Troie, et de l'installation d'Énée dans le Latium, qui n'est pas la même selon les auteurs. Les dates diffèrent, ainsi, Fabius Pictor place la date de la fondation de Rome suivant donc la chute de Troie, et pas de Rome, et de l'installation d'Énée dans le Latium. Donc Fabius Pictor va la placer en 748, Polybe en 751-750, et Varron en 753. Et à partir du 1er siècle, c'est la date varronienne qui devient la date de référence de la fondation de Rome. Les textes anciens sont postérieurs de plusieurs siècles aux faits. Ces derniers se sont surtout fondés sur la tradition orale plus que sur des documents écrits inexistants. Le premier à réunir toutes ces traditions fut Fabius Pictor, qui eut affaire à des récits contradictoires, et l'on imagine qu'il a dû les combiner pour donner un récit cohérent. À ce fond légendaire va s'ajouter des sources archéologiques qui attestent l'existence d'habitats dès le XIe siècle sur le site de Rome. Les découvertes ont consisté principalement à mettre en évidence des fonds de cabanes avec des trous de poteaux et quelques tombes autour du mont Palatin et de la colline du Velia. Voilà une carte de ces collines, ces célèbres collines de Rome. Vous voyez le Palatin à la colline centrale de Rome, et Velia qui, plus qu'une colline, est une sorte de petite vallée entre toutes ces collines, donc parmi les fameuses collines, le Palatin, le Capitolin, l'Esquilin ou encore le Quirinal, ou l'Aventin, voilà. Mais la colline du Velia se trouve au centre.
D'autres tombes de guerriers, différentes de celles du Palatin et de la Velia, ont été trouvées près du Quirinal et de l'Esquilin, donc vous les voyez, ce sont celles-ci et celles-ci, et elles indiquent la présence d'un autre peuple dont les habitants des villages du Velia et du Palatin ont dû certainement se protéger en bâtissant des murailles. Mais c'est véritablement l'habitat du Palatin qui va jouer un rôle historique essentiel et qui va devenir le berceau de la ville de Rome. Et quant à Romulus, il s'agit soit d'un chef de guerre plutôt insignifiant, bien évidemment la tradition exagère grandement son rôle dans la fondation de Rome, voire il est peut-être inventé, ce personnage de Romulus, inventé a posteriori, par nécessité de trouver un héros fondateur, et c'est d'ailleurs pour cela que Plutarque, dans son œuvre, compare la vie de Romulus à celle de Thésée, le héros fondateur d'Athènes. Mais reprenons le récit de Tite-Live sur la fondation de la ville. Je vais vous le lire, il est juste ici. Comme les frères étaient jumeaux et que le respect de leur âge ne pouvait les départager, il fut convenu que les dieux qui avaient ces lieux sous leur protection choisiraient par augure qui donnerait son nom à la nouvelle ville, qui la gouvernerait une fois construite. Romulus prit le Palatin pour son augure, et Rémus l'Aventin. On dit que Rémus a été le premier à recevoir un augure du vol de 6 vautours. Le présage avait déjà été signalé lorsque le double de ce nombre est apparu à Romulus. Là-dessus, chacun fut salué roi par ses propres partisans, l'un réclamant l'honneur de la priorité, et l'autre du nombre des oiseaux. Ils se sont alors engagés dans une bataille de mots, et des railleries de colère menant à un bain de sang. Rémus a été abattu dans la mêlée. L'histoire la plus courante est que Rémus a sauté par-dessus les nouveaux murs en se moquant de son frère, après quoi Romulus, dans une grande colère, l'a tué, et d'un air menaçant a ajouté ces mots en même temps. « Alors périt quiconque sautera par-dessus mes murs. » Ainsi Romulus acquit le pouvoir exclusif, et la ville ainsi fondée fut appelée du nom de son fondateur. C'est un extrait du livre 1 de Tite-Live. De ce fait, Romulus semble avoir tracé ce qui sera plus tard le Pomerium, c'est-à-dire la limite sacrée de l'Urbs romain, au-delà duquel personne ne peut pénétrer en armes. Vous le voyez, le récit de la fondation de Rome est empreint d'un dualisme, propre à Rome d'ailleurs, puisque Romulus est l'élu et Rémus le réprouvé. On le retrouve aussi, ce dualisme, plus tard, lorsque Romulus régnera conjointement avec Titus Statius, le roi des Sabins, après l'épisode de l'enlèvement des Sabines, sur lequel nous reviendrons dans le prochain épisode. Ce dualisme préfigure et fait aussi écho au double consul qui dirigeait la République romaine que Tite-Live chérit tant. On peut aussi y voir un écho à la division plèbe-patricien. Mais alors que retenir de tous ces éléments ? Premièrement, et c'est évident, Rome n'a pas été fondée le 21 avril 753. Elle est le résultat d'un processus long, complexe, que l'on retrouve dans d'autres créations de cités, à l'instar d'Athènes et de Sparte. 2 hypothèses sont retenues. Soit Rome est le résultat d'un synocisme, c'est-à-dire un regroupement de villages, autour du Palatin qui aurait été réunis par la construction d'une muraille. Ou soit il y eut une sorte de fédération de villages, dont celui du Palatin aurait été à la tête, et après cette fédération, les villages se seraient réunis pour fonder donc la cité de Rome. Deuxièmement, le genre des vies des premiers habitants était pastoral, plutôt. On a affaire là à une civilisation de bergers, pas très avancée. Voilà pour ce qu'on peut dire des premiers habitants, même si on n'en sait pas grand-chose. Mais quoi qu'il en soit, ne perdons pas de vue que la chronologie, le récit de la fondation, et plus tard, la liste des rois, sont des constructions érudites bien postérieures aux faits. Nous verrons cela dans le prochain épisode consacré à la monarchie romaine, cette liste de rois légendaires qui auraient gouverné Rome d'une main de fer. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis au prochain épisode.